Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Café sans filtre, un rendez-vous qui s'intéresse tout particulièrement à l'histoire du café, à la géographie des lieux de production, de consommation, aux producteurs, aux terroirs, aux variétés de café et enfin à l'actualité du café, à ses techniques et à ses enjeux actuels. Aujourd'hui, dans la rubrique « Il était une fois le café », nous nous intéressons à l'histoire des Kaffeehaus en Allemagne du XVIIe siècle au début du XIXe siècle. Puis, dans la rubrique sur la route des cafés, nous attirons votre attention sur la saisonnalité et sur la fraîcheur du café vert. Enfin, dans la rubrique « Le café dans tous ses états », nous poursuivons notre découverte des mots qu'utilisent les professionnels pour évaluer le goût du café. Il était une fois le café. On parle assez peu de l'Allemagne lorsqu'il est question des Kaffeehaus, autrement dit des maisons de café. Il est donc opportun d'évoquer l'histoire de leur diffusion dans ce pays du XVIIe siècle au début du XIXe siècle. Et oui, il faudra attendre longtemps pour que la mode des cafés gagne l'Allemagne. Ici, la bière occupe sans partage l'espace social. La princesse palatine Charlotte de Bavière, l'épouse de Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV, roi de France, exprime bien la répugnance des Allemands quand elle dit préférer la bière au café. Je la cite. « Je ne puis souffrir ni thé, ni café, ni chocolat, mais quel plaisir me causerait une soupe à la bière. » Fin de citation. La bière est la première boisson consommée, y compris au petit déjeuner sous la forme d'une soupe diluée. Pour les Allemands, la bière est une boisson plus virile que le café. Et les tavernes servent aussi du café et sont beaucoup plus nombreuses que les Kaffeehaus. En 1677, un médecin hollandais, Jan Datz, ouvre un premier café à Brême. La ville portuaire de Hambourg, qui accueille un grand nombre de marchands anglais, ouvre son English Coffee House en 1679. Ce port compte 20 cafés en 1800. D'autres cafés s'ouvrent à Regensburg et à Francfort en 1689. Un café ouvre à Munich en 1704. Un Allemand d'origine polonaise, Johann Lehmann, ouvre le premier établissement dédié entièrement au café à Leipzig en 1711. Il va l'appeler Zum Arabischen Kaffeebaum, au caféier arabe. Un café ouvre à Stuttgart en 1712 et assez tardivement à Berlin en 1721. Un Français obtient même sa première licence pour ouvrir un café à Weimar en 1737. Et enfin, une initiative originale, à la même époque, un Italien venu en cure thermale à Rastenberg, en Thuringe actuelle, y ouvre une Kaffeehaus, une maison de café, où il y sert aux malades un café préparé avec de l'eau d'une source aux vertus reconnues. Ainsi, même si les Kaffeehaus se développent peu à peu, on est loin de la situation en Angleterre ou en France où les cafés sont nombreux. C'est à Venise que les Allemands du Sud viennent d'abord chercher leur café en provenance du Yémen. Les Allemands du Nord, eux, vont le chercher au port de Hambourg. Au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est de cette ville portuaire que part le café en direction des pays nordiques, Suède, Finlande et Norvège. Dès 1841, Hambourg importe 36 000 tonnes de café, ce qui est considérable. Le café consommé par l'élite allemande et les fins connaisseurs est plutôt de l'arabica, légèrement torréfié dans des brûleries artisanales et se boit dans des tasses et soucoupes en porcelaine. Le reste de la société allemande n'a pas accès à cette boisson raffinée et onéreuse. On consomme un café insipide, allongé à l'eau ou parfois au lait. On consomme aussi des succédanés, notamment la chicorée. Ces boissons sont servies dans des pots. Ces médiocres boissons caféinées sont appelées Blumencafé ou café à petites fleurs, qui évoquent un café si léger et si translucide que l'on peut voir le décor de fleurs du fond de la tasse. Et au XIXe siècle, les dames se retrouvent pour une café-visite, appelée également Kaffeekränzchen, chez l'une ou chez l'autre pour papoter et déguster un café léger. Parfois aussi, elles se réunissent dans des salons confiseries appelés Konditoreien, que fréquentent également les hommes à l'abri des paravents. Le café est accompagné de pâtisseries de style berlinois, sablés, biscuits fondants, gâteaux avec beurre, crème fouettée ou raisins secs. En plus des cafés, au début du XIXe siècle, fleurissent dans les jardins publics ou dans la campagne proche des villes des pavillons ou chapiteaux en toile appelés Zelt. Les familles y amènent leur café moulu et préparent leur boisson caféinée avec l'eau bouillante fournie sur place.
Ainsi Clément, même si culturellement la bière est très présente en Allemagne, le café gagne peu à peu toutes les couches de la société. Et par contre, j'ai une question, Jean-Louis. À cette époque en Allemagne, est-ce que la saisonnalité et la fraîcheur du café étaient une préoccupation ou non? Alors pour la période du XVIIe siècle au XIXe siècle en Allemagne, il est absolument certain que la réponse est non. En revanche, à notre époque, c'est un aspect incontournable et indispensable concernant le café de spécialité. Sur la route des cafés. Il est un peu difficile d'envisager le café vert comme un produit frais et de saison. En effet, il vient de loin, subit de nombreuses opérations entre la cueillette à la main des cerises matures et l'arrivée des sacs de café vert importés chez le torréfacteur. Pourtant, la saisonnalité et la fraîcheur sont des critères essentiels pour qui souhaite goûter à la qualité d'un café de spécialité. Et selon qu'il est cultivé en zone subtropicale ou tropicale, on récolte le café 1 ou 2 fois par an. La durée des récoltes est variable selon les pays, mais elle ne s'étale jamais sur toute l'année, sauf en Colombie, qui bénéficie de nombreux microclimats propices à un étalement des récoltes sur toute l'année. En tant que produit issu de l'agriculture, le café est un produit de saison. Et pour apprécier au mieux cette saisonnalité, les puristes du café de spécialité regardent de près le calendrier des récoltes dans les différents pays producteurs. D'ailleurs, dans les épisodes de Café sans filtre où l'on évoque des pays producteurs, nous indiquons toujours les périodes de récolte dans le pays. Et dans le café, y a-t-il des millésimes comme pour le vin? Eh bien non Clément, on ne trouve pas de café millésimé. Mais les torréfacteurs de café de spécialité travaillent toujours avec des cafés de saison pour offrir la plus grande fraîcheur et la meilleure qualité possible. Et de quoi parle-t-on quand on parle de fraîcheur? Alors, la fraîcheur du café vert détermine la période pendant laquelle ses qualités organoleptiques, c'est-à-dire aromatiques, sont optimales. Cette période dure quelques mois tout au plus. Il est toutefois possible d'allonger la durée de vie du café vert en le congelant sous vide, mais cette possibilité présente également des inconvénients, car cela coûte cher, et, une fois décongelé, le grain vert devra être torréfié très rapidement, car il va vieillir, il va s'oxyder de manière accélérée. Et sur les paquets de café de spécialité, la date de torréfaction est toujours indiquée. La consommation optimale pour le café en grains est de 3 mois en général. En revanche, l'année de la récolte n'apparaît pas souvent, même si la plupart du temps il s'agit d'un café de saison. Sur les paquets de café produits de manière industrielle, sans traçabilité et très torréfiés, la seule indication qui figure est la date de consommation optimale, 1 an après la torréfaction. Dans ce cas de figure, il sera impossible d'avoir affaire à un café frais et de saison. Pour conclure sur le sujet de la fraîcheur et de la saisonnalité du café, j'aimerais évoquer le terme « past crop », qui désigne des grains de café issus d'une récolte de plus d'1 an. Mais dans le café industriel, cela peut parfois correspondre à une récolte vieille de 5 à 10 ans. Les grains verts amorcent rapidement une phase de déclin qualitatif et le café perd ses qualités gustatives. Les lipides contenus dans le grain se dégradent et s'oxydent, et le taux d'humidité varie fortement. Cela donne au café un goût dit old crop, c'est-à-dire rance, boisé, avec une nette baisse d'acidité et des odeurs rappelant les sacs en toile de jute. Personnellement, je ne suis pas fan. De moi non plus. Donc la saisonnalité et la fraîcheur du café vert sont fondamentales pour apprécier la qualité d'un café de spécialité. Le café dans tous ses états. Dans l'épisode 9 de Café sans filtre, Jean-Louis, vous nous avez expliqué que la perception du goût dépend des individus, mais qu'il existe néanmoins des procédures, des méthodes et un vocabulaire spécifique pour identifier et classer les différentes expériences gustatives. Exactement, Clément. Et une fois mémorisés, nous pouvons classer ces mots dans ce que j'aime appeler notre caféothèque gustative. Et aujourd'hui, quels sont donc les mots que vous nous proposez ? Alors, je vous propose de passer en revue des mots en lien avec toute bonne dégustation de café de spécialité. Et tout d'abord, le mot acidité. L'acidité, c'est l'éclat et la vivacité d'un café. C'est vraiment un élément clé, car il sera à la base de toutes les saveurs florales et fruitées. L'acidité se caractérise par une légère sensation de piquant, comme celle d'un citron. Attention, on ne doit pas la confondre avec une saveur amère et aigre. L'acidité détermine la fraîcheur
et la qualité d'une tasse de café. Et puisque l'on vient de parler de saveur amère, je propose que notre deuxième mot soit amertume. L'amertume rappelle la saveur amère de la peau de pamplemousse ou du chocolat noir. Elle est la bienvenue jusqu'à un certain point, à condition de la contrebalancer par d'autres composants aromatiques. Si l'amertume prédomine nettement dans votre boisson caféinée, c'est un défaut majeur. Absolument. Arôme est un mot important également. Pour faire simple, c'est l'ensemble des sensations, par exemple caramélisées, fruitées, chocolatées, florales, etc., analysées par le nez et le pharynx, qui proviennent des gaz qui s'échappent du café infusé. On dit qu'un café de qualité supérieure a de la fragrance. La fragrance, c'est l'ensemble des sensations provenant à la fois des odeurs du café torréfié et moulu et de la saveur perçue par la langue. Je précise à nos auditrices-auditeurs qu'il y a 5 saveurs: sucré, salé, acide, amer et umami, terme étrange inventé par les Japonais qui donne une sensation de goût savoureux, une sorte de combinaison de toutes les sensations répertoriées, mais néanmoins assez difficile à décrire. Et qu'est-ce que le corps d'un café ? Eh bien, le corps, c'est l'impression de poids et d'épaisseur qu'un café crée dans la bouche de celui qui déguste. Ce critère va varier selon la force des crus de café. Et si l'on parle de douceur pour un café ? Eh bien, la douceur évoque bien entendu la sucrosité du café et des arômes peu explosifs. La sucrosité contribue au corps du café, mais ne doit pas être trop présente, car un excès de douceur risque de donner une tasse plate, sans relief. Je termine avec longueur en bouche. La longueur en bouche, c'est la persistance des saveurs en bouche. C'est le souvenir que laisse le goût et l'odorat. Les grands cafés restent en bouche pendant des heures. Et nous voici à la fin de cette deuxième leçon de vocabulaire pour explorer les mots utilisés par les professionnels du café. Il y en aura d'autres, je pense. Absolument, Clément. Mais pour l'heure, j'espère que cette émission a une belle acidité, des arômes complexes, peu d'amertume et une belle longueur en bouche. Mais il est malgré tout temps d'arrêter notre dégustation de café, car le générique de fin se rapproche. Je tiens à remercier Clément Jacot qui a animé avec moi cette émission et Valérie Lantoine qui était à la réalisation. En attendant de vous retrouver bientôt, prenez bien soin de vous et de votre prochain.